Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire l'analyse du main event de l'UFC 318 qui va se passer dans la nuit du 19 au 20 juillet à la Smoothie King Center de la Nouvelle-Orléans, donc dans le fief de l'un des deux protagonistes, puisqu'on va parler de Max Holloway contre Dustin Poirier. C'est le troisième combat qui voit cette affiche, justement s'inscrire, tu sais. C'est pour le titre Baddest Motherfucker, donc la ceinture BMF, et c'est surtout le combat de retraite de Dustin Poirier chez lui. Donc voilà, profitez parce que c'est sûrement la dernière fois qu'on le verra dans une cage. Je sais qu'il y aura beaucoup de nostalgiques de ce combattant-là. Avant de commencer, notre partenaire du moment avec Import Fight, ce site de vêtements, de textiles, de matériel de sport, de combat, alors grappling, MMA, boxe, qui ne vend des marques étrangères en France que justement sur Import Fight, que ça soit Hit and Move, que ça soit Primo, que ça soit Corner, des marques qui sponsorisent de grands combattants comme Alex Pereira. D'ailleurs Alex Pereira, je sais pas si t'as vu, mais sa shape elle est pas ouf en ce moment. Franchement, 110 kilos, je sais pas où il est, mais on dirait pas qu'il fait 110 kilos. Hein. Non, mais parce qu'il fait 12 mètres, mais bon, il est 110 kilos quand même, un vrai poids lourd. Donc Alex Pereira, que ça soit Belal Mohamed, que ça soit Anthony Pettis, voilà, ce sont des marques qui sont vendues justement sur le site d'Import Fight, dont le lien sera en description, et on vous serait gagnant si vous utilisez notre code Tatami10 pour avoir 10% de réduction sur tout le site. Donc voilà, si vous voulez avoir du style en étant différent des autres, c'est sur Import Fight que ça se passe, et c'est en description. Donc oui, ce combat, Max Holloway contre Dustin Poirier 3, il va falloir qu'on en parle effectivement, et on va commencer comme d'habitude par le tail of the tape, donc avec un Holloway qui fait 1m80 pour une allonge de 175,3 cm, c'est 26 victoires, 12 KO, 2 soumissions et 12 décisions, et 8 défaites, 1 KO, 1 soumission et 6 décisions. Oui, alors pour le finir, c'est très compliqué. Et Poirier qui fait 1m75, pour une allonge de 182,9 cm. J'aime bien parce que tu sais les ratios sont inversés entre les deux, tu vois. Mais bon, il y a quand même pas mal d'allonges à l'avantage de Dustin Poirier, ça s'est ressenti dans le premier combat. 30 victoires, 15 KO, 8 soumissions, 7 décisions et 9 défaites, 3 KO, 4 soumissions, 2 décisions et un no contest. Donc voilà, deux personnes qui ont beaucoup d'expérience, deux personnes qui se suivent depuis longtemps et qui s'affrontent depuis longtemps, puisque ils s'étaient affrontés une première fois en 66 kilos avec une victoire par soumission de Dustin Poirier. C'était Ensuite, pas, ils se sont retrouvés. C'était pas un des premiers combats, si ce n'est le premier de Max Holloway à l'UFC. C'était le premier combat de Max Holloway, je crois. Ouais. Effectivement. Il me semble aussi. Donc il lui avait pris, d'ailleurs, je crois qu'à cette époque-là, il lui avait pris son invincibilité. Ouais. Si je dis pas de bêtises. J'ai pas revérifié, mais je crois que c'est le cas. Et donc après, ils se sont affrontés en short notice, en 70 kilos, donc dans la caté du dessus, avec un Dustin Poirier qui était déjà dans cette catégorie-là, et un Holloway qui est monté pour l'occasion. Donc voilà, un short notice où il avait fait une montée un peu dégueulasse, on l'avait vu quand on voit la shape de Max Holloway en 70 contre Gaethje, et quand on voit la shape de Max Holloway contre Poirier à cette époque-là, tu vois que c'est pas du tout la même, que c'était pas du tout bien préparé. Et ça avait fini à la décision unanime, avec une victoire de Dustin Poirier, pleine d'expérience, parce que tu vois, j'ai encore revu le combat là pour ce match-là. Et tu te rends compte que, déjà, rentrons dans le vif du sujet, déjà. Donc, deux boxeurs, un droitier, un gaucher, duel d'opposition, droitier pour Holloway, gaucher pour Gaethje, pour Poirier, tu vois, je vais commencer à faire des erreurs. Et pour moi, donc, dans ce premier combat, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a deux temporalités, dans le combat. La première partie, round 1, round 2, où tu as la puissance de Poirier qui fait son œuvre, c'est-à-dire que ses shifts, ses crochets larges touchent dur, et on voit que dans le rapport de force, ça cogne beaucoup plus dur du côté Poirier que du côté Holloway, et donc il ébranle justement Holloway, et que plus la fatigue vient dans les derniers rounds, donc de 3 à 5, plus il y a Holloway qui commence à envoyer beaucoup plus, enfin toujours autant de volume, mais dans le rapport de force il y a moins d'écart, donc il peut rester plus à la bagarre, et il commence à beaucoup plus toucher justement Poirier, qui va choisir de lutter et de l'emmener au sol ou de le coller à la cage pour à l'époque où dans le scoring ça comptait énormément, où le temps de contrôle et les amener au sol comptaient énormément, ce qui lui permet d'aller gagner en fait ces derniers rounds. Mais d'un point de vue boxe,
il y a une bascule en milieu de combat. Ouais. Et d'ailleurs, en revoyant le combat, je me rappelais plus de ça. Je me rappelais plus que c'était Poirier qui avait initié la lutte à plusieurs reprises d'ailleurs. Même s'il a finalement dans ce compartiment, il a eu peu de succès. Hein. C'était juste pour scorer et pour gagner un peu de temps. Mais mais niveau boxe, de toute façon dans ma tête, je savais que ce combat était serré et en le revoyant, ça m'a reconfirmé. Hein. C'est pas une surdomination de Poirier. Hein. Les impacts sont bien plus durs de son côté, comme tu l'as dit, mais techniquement en boxe, sur les enchaînements, etc. Holloway, il a fait du Holloway. Hein. En boxe, Holloway, il a fait du Holloway, c'est vrai, il a envoyé beaucoup de volume, il a su trouver des angles au fur et à mesure du temps, parce qu'il a été très gêné par la garde en Philly, tu sais, Philly Shell de Poirier, qui est une garde un peu hybride, enfin, justement, qui est très utilisée en boxe, mais que lui est encore adapté au MMA. C'est-à-dire où il vient lever un point d'un côté, mettre le menton dans l'épaule de l'autre et mettre son bras, en fait, il met ses bras perpendiculaires l'un avec l'autre. Et surtout, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il fait un va-et-vient avec son bras, il monte son bras, il monte son coude, justement pour accompagner encore plus les frappes, ce qui fait que ça le protège en soi, mais aussi c'est une garde, ce que on pourrait la qualifier de garde offensive, parce que en fait quand tu viens heurter cette garde, voilà, tu te prends le coude à chaque fois et bon on l'a vu encore une fois avec même Conor McGregor hein, qui s'est pété la jambe sur un kick qui a été défendu avec le coude justement de Poirier. Mais en tout cas c'est une garde qui est offensive et Holloway c'était plein de cette garde parce qu'il prenait des impacts en fait dans les avant-bras et dans les mains, mais il a quand même trouvé des solutions. C'est un des rares qui a exploité la faille au corps justement de Poirier avec cette garde-là, puisqu'il est ouvert et à cette époque-là, il n'utilisait pas vraiment encore ses jambes. On en parlera par la suite dans les évolutions. Je te propose de voir ça après, c'est les évolutions dans la boxe. Mais en tout cas, même sans utiliser ses jambes, il avait du travail en corps-tête qui fonctionnait très bien en fait. Et c'est ça, quand tu vois la bascule, tu sais, où ce travail corps-tête en fait commence à porter ses fruits. C'est juste qu'il n'avait pas la puissance à ce moment-là pour l'exploiter de la meilleure manière. Ouais, mais c'est vrai que j'étais resté aussi sur ce truc de sa déclaration à l'interround où il parle de la garde Philly, il dit que ça le gêne, mais en revoyant le combat, finalement, tu te rends compte quand même que très tôt, il a du succès. Oui, ça le gêne, certainement, mais dès le premier round, il touche bien. Alors, dès le premier round, il y a la différence de puissance qui fait toute la diff, mais il a quand même du succès, hein, et à la tête et au corps. Hein. Il comprend assez vite, tu vois, comment toucher au visage. Alors, tous ses coups ne passent pas, mais comme il met des enchaînements longs de toute façon, il y a du succès. Il y a du succès très tôt, même au visage. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai qu'il touche et surtout, on voit un écart de cardio entre les deux. Vraiment, tu sais, tu le sens où Poirier il fatigue. Tu sais, tu le vois, il est. Alors Poirier, il mine toujours. Tu vois, t'as toujours l'impression qu'il fatigue. De toute façon, au fur et à mesure des rounds, mais son mental fait que, on a dit, hein, c'est un chien de guerre, ça fait que, bah, en fait, il s'arrête jamais. En fait, finalement. Mais tu sens que voilà, dans le volume, il est obligé de ralentir quand même la cadence. Et tu sens que Holloway, pour le coup, lui, il peut continuer à enchaîner comme ça sur 50. Ce qu'il Ouais, et fait de puis mieux, en fait, à chaque fois. les coups au corps, ils y sont pas pour rien. On l'avait vu Poirier contre Oliveira sur les genoux qu'il prend, on sait que ça l'a fatigué, ça s'est ressenti. Là, les coups au corps que met Holloway, ils y sont pas pour rien sur la fatigue de Poirier. Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, tu parles de genoux. Poirier a utilisé pas mal de genoux dans ce premier combat. Enfin, dans ce deuxième. Alors, je vais dire, je dis dans ce premier combat, mais je compte premier On combat compte pas le 70, premier, ouais. tu vois. Hum. Voilà. Il a Dans ce utilisé combat-là. même pas mal de kicks, hein. C'est lui qui a utilisé le plus de kicks, parce que notamment en fin de série, quand il balançait les low kicks, ça a Mhm. pas mal gêné Holloway. Tu vois, quand il était vraiment trop loin et qu'il désengageait justement sur son shift et qu'il n'arrivait pas à toucher en anglaise, il balançait la jambe. C'était intelligent parce que ça touchait à chaque fois. Bon, pas Mhm. suffisamment pour détruire une jambe, pour détruire la jambe d'Holloway, mais suffisamment en tout cas pour marquer les esprits, pour lui donner l'envie de pas désengager en fait, parce qu'à chaque fois il se faisait presque faucher. Non, franchement, il a bien géré son combat, Poirier. Comme tu l'as dit, Il a bien franchement, à géré. l'expérience. Alors les deux ont beaucoup d'expérience, mais en tout cas dans cette KT à ce poids-là, il a bien géré son effort, il a fait ce qu'il fallait pour gagner les rounds à chaque fois. Parce que pour moi, Ouais, et plein de puis. fois, il gagne des moments plus que des rounds, Poirier. C'est-à-dire que si je regarde la D'accord. globalité du round, s'il n'y a pas certaines accélérations, s'il n'y a pas deux accélérations de Poirier, il perd le round.
Et en fait, Je il suis met d'accord. l'accélération qu'il faut au moment où il faut, il touche durement, ça suffit à marquer les esprits et il prend le round. Ouais, je suis d'accord. Et tu parlais, tu vois, quand il désengageait des low kicks, et c'est en fait, c'est quand, au contraire, il venait coller, qu'il prenait les genoux. Parce qu'il y a un moment, tu vois, justement, où il cherche à coller, et il prend le genou dans l'arcade, qui lui pète l'arcade, c'est dans le round 4, je crois, si je me trompe pas. Pardon. Dans le round 4, où il prend le genou, tu sais, il baisse un peu la tête, tu vois, il met sa garde, mais tu sais, il a la tête un peu baissée, tu sais, il vient mettre sa tête au niveau de la poitrine, justement, de Poirier, qui vient, qui tire, et qui envoie le genou, et qui lui pète l'arcade. Donc, euh, donc ouais, non, il a su utiliser les bonnes armes au bon moment. Par contre, il avait beaucoup plus de réussite quand il était centre cage dans sa boxe. Quand il était dos à la cage, Ah c'était oui. beaucoup plus compliqué. C'est là où en fait on a vu que plus la fatigue venait et plus il était dos à la cage et plus il prenait des séries de frappes parce qu'en fait il pouvait pas exploser. En fait, la force de Poirier, c'est ses shifts. Ces shifts ont fait des dégâts dans ce combat-là. C'est d'ailleurs ces shifts en grande partie ça et son jab, parce que son jab aussi est extraordinaire dans ce combat, mais comme il a beaucoup plus d'allonge en plus. Mais les shifts ont fait un gros travail parce que en fait il y avait une incertitude sur quel point allait toucher Holloway à chaque fois, parce que soit il engageait, parce qu'il est et donc on l'a dit, il est gaucher. Donc soit il partait avec son poing gauche, donc où il avançait justement sa jambe gauche pour la changer. Un shift de garde, c'est quand on vient inverser sa garde en avançant quand on envoie ses frappes. Mais des fois, il feintait justement la gauche pour envoyer derrière l'overhand du droit. Et en fait, le fait d'avancer sur lui en ligne directe mettait Holloway à mal. D'ailleurs, j'ai revu le combat contre Geji, j'ai revu le combat contre Topuria. Parce que je voulais voir, tu sais, la version finale, surtout d'Holloway, et c'est quelque chose qui l'a très impacté quand même dans ces deux combats-là. Quand tu lui rentres dedans, quand tu lui fonces dessus, il se fait beaucoup toucher, tu sais. Alors maintenant, il a su adapter quand même et il coupe un peu plus les angles. Mais par contre, tu vois, Poirier, quand il était dos à la cage, le fait de pas avoir une jambe devant, une jambe derrière en garde de boxe classique et Mhm. d'avoir les deux jambes sur la même ligne, eh ben il pouvait pas déclencher justement son enchaînement, tu vois, son shift. Donc il avait de la réussite dans l'échange sur des crochets en sortie d'enchaînement, tu sais, d'enchaînement d'Holloway justement, où il venait comme d'habitude bloquer avec son front les frappes, parce que ça j'adore sa garde, tu sais, où il met son front en opposition sur les frappes, ce qui fait qu'en fait il est bien dans l'axe et il prend pas beaucoup de risques en fait en faisant ça. Et puis ça fait mal de frapper dans le front en plus au fur et à Mhm. mesure, tu sais, tu peux te péter la main en frappant dans le front. C'est là où on voit qu'il est sale. Et dans les fins d'enchaînement, il envoyait ses crochets, et il touchait, mais il touchait avec beaucoup moins d'impact. En fait, la question, c'est l'impact. Holloway, on sait qu'il encaisse, même si on en parlera tout à l'heure du précédent combat, et qui peut avoir un impact là-dessus. Mais là, il a beaucoup plus de facilité à encaisser si jamais, bah, justement, on est sur des crochets classiques comme ça, qui sont envoyés en fin d'enchaînement, que quand on est sur du shift, où là, l'amplitude de la frappe et l'énergie et l'inertie donnée par le mouvement fait que il prend des impacts beaucoup plus forts, ce qui le fait vaciller un petit peu, tu vois. Ouais. Ouais, clairement. Clairement. Donc on a déjà une réponse sur la stratégie, hein. On a vu que les deux étaient meilleurs quand ils mettaient la pression. En tout cas, pas forcément la pression pour Poirier, mais comme tu dis, quand il a le centre. Holloway, clairement, lui, c'est quand il met la pression qu'il avait le plus de succès. Quand il te fait reculer et qu'il commence à pouvoir se libérer sur ses enchaînements et qu'il a de l'espace derrière lui pour désengager, là, il était vraiment fort. C'est vrai, sauf que le problème, c'est est-ce qu'il est capable physiquement de faire reculer Poirier, parce que Poirier, c'est quand même un énorme morceau, hein, on va pas se mentir. En plus, là, j'ai vu des vidéos de lui en train de faire de la corde à sauter, il est affûté comme jamais. Il a pris ce combat très très au sérieux. Et puis on l'a vu, hein, même dans son précédent combat, hein, dans le rapport de force contre Islam Makhachev. Enfin, il est là, physiquement, il est là. Donc là-dessus, il y a pas de souci. Maintenant, moi, je pense que quand même, entre les deux, entre le fait de reculer et le fait de venir coller, je pense que le fait de venir coller, c'est quand même plus plus intelligent pour lui. Tu sais, quand il est dans la sauce, tu vois, de passer sous les frappes et de venir coller pour ensuite sortir, parce que c'est quelque chose qu'il sait faire. Tu sais, un peu à la Lomachenko. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il est très fort pour couper les angles. Il sait sortir. C'est un très bon boxeur, hein, c'est un des meilleurs boxeurs d'ailleurs de l'UFC. Il sait sortir sur les angles. Il sait prendre et puis pas toujours du même côté. Tu vois, il sait partir d'un côté ou de l'autre. Le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'avec les shifts de Poirier, en fait, t'as toujours cette incertitude de quel côté ça va frapper. Parce que dans l'idéal,
tu sors, tu accompagnes la frappe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien S'il sûr. envoie à sa gauche, tu sors sur ta gauche. Ouais, ouais. Bah, tu sors en fait, tu viens faire en sorte que la frappe elle vienne pas tu viennes pas en collision avec la frappe en fait tout simplement. Le problème c'est qu'avec ce système où il mouline d'un côté et de l'autre avec des énormes frappes alors qui est très énergivore hein, parce que c'est ça qui l'a fatigué aussi hein, parce qu'il envoyait tout ce qu'il pouvait sur les frappes. Bah, comme d'hab, Bah c'est le du truc c'est poirier, que hein. tu sais pas de quel côté sortir, tu sais pas de quel côté couper l'angle. Ce qui était plus facile avec un Geji, tu vois avec un Geji qui avance moins. Il y a des moments où il va envoyer une grosse frappe, mais c'est pas des enchaînements comme ça de deux trois coups, tu sais, où il va avancer en marchant, tu vois. Mais par contre, si tu viens et que tu rentres et que tu sors après, enfin tu sais, tu passes sous la frappe et que tu sors en fait sur l'angle, mais collé proche, t'as plus de facilité en fait à éviter les frappes. Ça c'est une première des choses, et ça c'était une première des choses s'il restait dans le poirier de l'époque, avec que de l'anglaise. Aujourd'hui, il a rajouté des armes. Tu vois. L'avantage que, moi, pour moi, clair, que à Oliveira sur Poirier, c'est que Poirier n'a pas changé d'un iota son style. Tu regardes le combat contre Holloway, de je sais plus quand, là, d'ailleurs, quand est-ce qu'il fait ce combat-là, et tu regardes le Holloway de contre Makhachev, c'est le même combattant. En boxe, c'est le même combattant. Il a rien enlevé, il a rien rajouté. Il a amélioré. Mais son style, Ouais. foncièrement, il a pas changé. Par Ah, contre, tu prends son style, depuis qu'il est monté en 70, depuis Geiji, il a changé. même avant, hein. Beaucoup plus de Même surtout avant, là, hein. moi, je trouve. Son combat même contre Allen, déjà, c'était une autre version de Max Holloway, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça commence un peu avec Allen sur la responsabilité défensive. En fait, contre Allen, c'est la responsabilité défensive. Contre Geiji, c'est les frappes, c'est les kicks. Ouais, ouais, c'est les La kicks, c'est version vrai qu'il les aboutie, sort c'est plus. Geiji. La version aboutie, c'est Geji, ouais. C'est même Topuria, hein, parce que jusqu'au KO, c'est pas mal ce qu'il fait contre Topuria. Oui, mais il faisait ça contre Geiji. C'est-à-dire que ce qu'il a mis en place contre Geiji, il l'a remis contre Topuria. Tu vois ce que je veux dire? En fait, quand je dis Ouais, la bien version sûr. aboutie, c'est la version 2.0 de Holloway avec la responsabilité défensive plus les kicks. C'est vraiment à partir de Geji. Et après, il le met en place contre Topuria. Et c'est vrai que contre Topuria, il gagne les rounds hein, jusqu'à ce qu'il se fasse mettre KO. Parce que tu sais, maintenant, la mémoire courte du MMA, là j'ai entendu des analyses qui disent comme quoi il s'est fait rouler dessus par Topuria. Non, il s'est pas fait rouler dessus par Topuria. Il s'est fait mettre KO par Topuria. Mais en termes de Ouais. scoring, les deux premiers rounds, ils sont pour Holloway. Et en plus, il commençait à monter en pression, tu sais, même on disait avant le KO, avant que vraiment il se fasse sonner et puis qu'il prenne le KO, pour moi, il prenait le lead du combat, puisqu'on avait dit que si ça allait à la décision, ce serait Mhm. pour Holloway. On l'avait dit dans le débrief. Donc ouais, il commence à mettre ses jambes à partir de Geiji, et en fait, tu te rends compte que ça, tu sais, Geiji, je disais tout à l'heure qu'il avançait moins que Poirier, mais en fait c'est aussi parce qu'il peut pas avancer, parce que la gestion de la distance avec les kicks, surtout le type de kicks qui sont utilisés, fait que finalement il arrive à stopper les envies Les avancées. d'avancer Ah oui. justement de Geiji, avec les coups de pied retournés, avec les low kicks, avec les fronts, tu sais, et même des high kicks, il envoie le high kick, et surtout les coups de pied d'arrêt au niveau des genoux, tu sais. Toutes ces armes, quand tu regardes sur toutes les armes, sur 5, on va dire, tu sais, low kick, front kick, coup de pied retourné, comment dire, et j'avais dit high kick, j'en suis à 4. Il y a quoi d'autre? Coup de pied d'arrêt. Et Coup les de coups pied de pied d'arrêt, d'arrêt. c'est 5. T'en as 3 sur 5 qui sont des coups en ligne directe, qui te stoppent. Le coup de pied retourné, il te stoppe. Le front, il te stoppe. Les coups de pied d'arrêt au niveau des genoux, il te stoppent. Et les low kicks aussi en soi, mais c'est un coup circulaire, tu vois, donc mais vraiment pour te stopper dans ton avancée. Tu vois, t'as ces trois armes-là qu'il a mis en place. Et après, les low kicks, ce que j'aime, c'est qu'il a une responsabilité défensive dans ses low kicks, parce qu'on sait que les low kicks, si tu peux prendre un contre avec, en anglaise. Et en fait, lui, il envoie le low kick. Soit il l'envoie en fin d'enchaînement, ou en début d'enchaînement. Donc c'est dans un enchaînement. Soit il l'envoie, il coupe l'angle directement. Tu sais, il vient, il sort de l'axe directement. Ce qui fait qu'en fait, il prend pas de risque en ligne droite de prendre un contre. C'est super bien fait. Ouais. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, c'est une amélioration va être déterminante dans ce combat, je pense. Déjà parce Mhm. que ça va combler la différence d'allonge. Parce que forcément, avec ses jambes, il peut être d'une plus grande distance. Il n'a pas besoin de rentrer dans la distance de Poirier. Et, euh, et pour contrer la garde Philly de Poirier. Tu vois, c'est vraiment parfait.
Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que quand il va frapper en coup de pied d'arrêt au niveau du genou, tu sais, en fait, ça va l'empêcher d'avancer. Même d'envoyer puis même d'envoyer, tu sais, son shift. Le fait de venir l'attaquer au niveau des jambes, ça va casser sa dynamique du shift. Ouais, complètement. Et en plus, on sait qu'on est vulnérable sur le changement de garde. Donc même au niveau des contres, même s'il monte au visage, par exemple en high kick sur un shift, ça peut toucher aussi. Mhm. Mhm. Rappelons que Geiji a mis KO Poirier sur un high kick, hein. Ouais. Maintenant, sur les kicks, ils sont efficaces, mais il n'y a pas une grande puissance non plus. Le kick le plus efficace, le plus puissant qu'il met, c'est le coup de pied retourné. C'est le coup de pied retourné. Il y a quand même beaucoup de réussite sur celui de Geji. Hein. Faut pas vraiment le prendre en compte parce que Geji sent pas le dessus à ce moment-là. Il descend, donc il se fait casser le nez. Mais oui, Mhm. alors c'est vrai que on va dire que c'est des kicks qui te permettent, comme tu dis, de stopper une avancée, mais très rarement ça mettra fin au combat. Très rarement. Là, Non. ça a été plus un coup de chance qu'autre chose contre Geji. Il l'a mis dans le bon timing. Après, on l'avait noté, hein, on le sait, hein, que Geji descend souvent la tête, donc il a capitalisé sur une erreur de Justin. Mais ça se reproduira pas à chaque combat. Non, 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 du tout. Bah, surtout que la Poirier, lui, il est très droit. Donc, jamais il descend. Donc, sa tête, elle descend jamais, hein. Donc, c'est pas ça qui fera que. Mais par contre, ce coup de pied retourné dans la garde, opposée, tu vois, enfin, tu vois, attends, il faut pas, j'essaie de revisualiser. Ouais, attends, il est en droitier, il est en gaucher. Il est en gaucher, donc il a le point gauche derrière, donc il est là, exactement, exactement. Donc il est ouvert en fait au corps du côté du coup de pied retourné justement de Geiji, qui lui va l'envoyer avec le droit, avec son pied arrière. Mais en plus côté foie, Ouais. Donc par contre, ça, c'est une arme qui pour moi, tu vois, quand je revoyais le combat, c'est pour ça que je voulais revisualiser la scène, mais le non, attends, je suis en train de dire une connerie ou quoi? Non, oui, non, c'est bien ça, hein, c'est jambe avant contre jambe avant. Donc et il est là, oui, oui, c'est ça. Oui. Bah, je veux pas dire de bêtises. J'essaie de visualiser, je veux pas dire de bêtises. Mais oui, mais c'est vrai que quand je voyais le combat, quand je voyais donc le deuxième combat en 70, que je le voyais frapper au corps ici, en fait, j'imaginais et je visualisais parfaitement ce coup de pied retourné venir s'empaler sur le corps de Poirier. ouais, ouais, je suis d'accord. Donc il y a eu du réglage côté Holloway. Il y aura une différence aussi au niveau des impacts, hein, parce que comme tu l'as dit, sa shape c'est pas la même. Sa Mhm. montée ne sera pas la même que le premier. Donc je pense qu'il gérera mieux les impacts. Il y a plus de responsabilités défensives. Et ça a été un tournant très très important dans le combat parce qu'on le voit quand il prend les séries. On a le Holloway old school qui reste sur place, qui te Ouais. nargue en mode vas-y envoie, alors que c'est pas du tout ce qu'il faut faire parce que honnêtement pour moi si tout se joue dans les deux premiers rounds, s'il prend pas les grosses séries qu'il prend dans les deux premiers rounds, il a plus de gaz à la fin. Poirier est fatigué et limite même je peux voir un finish sur le cinquième round. Donc pour moi la différence elle se fait vraiment sur les deux premiers. S'il accepte pas ses frappes parce qu'il les accepte, il peut prendre le combat. Et le Holloway d'aujourd'hui, je ne le vois pas accepter les coups. Je le vois un peu à le combat qu'il a fait contre Gaethje, tu vois, très prudent, où tu désengages, tu sors, tu bouges et t'accélères sur tes derniers rounds en fait, là où tu sais que tu auras plus de cardio de toute façon. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et en plus de ça, même dans ces enchaînements, tu sais, même là, il y a de la responsabilité défensive parce qu'avant, quand il rentrait dans l'enchaînement, il envoyait et puis s'il prenait une frappe dans l'enchaînement, c'était pas grave. Là, il a cette tendance, tu sais, à faire des retraits de buste. Tu vois, en faire un, deux, trois, un retrait de buste, il laisse passer la foudre. Enfin, tu sais, le contre potentiel, donc le crochet. Parce que c'est ça qui va se passer, c'est qu'il y aura du crochet de Poirier dans l'enchaînement. Il laisse passer et hop, Mais boum, 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 il rattaque, il envoie ses trois quatre frappes, il refait son retrait et il retourne. Et même des fois quand il en a un peu marre, boum, un coup de pied retourné. Parce que tu sais, le coup de pied retourné qu'il envoie, s'il l'envoie avec un Poirier qui est dos à la cage, les deux jambes sur la même ligne, tu sais, avec le corps complètement ouvert, ça c'est le genre de frappe qui va faire beaucoup de ça dégâts. fait mal. Ah Ça ouais, va faire ça beaucoup de fait très dégâts. mal. Mais quand tu parles des Donc, retraits de bus, c'est des choses qu'il faisait déjà, hein. Même dans le combat contre Poirier, il le fait à certains moments. Donc il avait déjà cette capacité à le faire. C'était juste une question de vouloir le faire. Tu
vois, il était Et oui. vraiment dans cet esprit guerre, et j'ai l'impression quand même que il s'est rendu compte de lui-même, hein, que trop de guerre, c'était pas forcément payant. En plus, maintenant, à voir comment il revient de son premier KO, c'est psychologiquement quand t'es prétendu inKO'table et que Ouais, tu prends vas-y, ton vas-y. premier KO, on va Hmm. voir comment tu reviens. Donc, je pense qu'il y aura encore plus de responsabilités défensives. Donc finalement, c'est pas plus mal. Ça, c'est un mal pour un bien. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai, mais on l'avait déjà dit, hein, ça, de toute façon, qu'il était en capacité de le faire, c'est juste qu'il voulait pas le faire et qu'aujourd'hui, en fait, il le met en place. Parce qu'on l'avait déjà vu dans certains combats où il esquivait, tu vois, Hein. contre Qatar, contre Kelvin Qatar, quand il est avec son ultra instinct, tu sais, à ce moment-là, il esquive tout, il remise tout, tu vois, c'est vraiment ça. Bon, attends, t'as parlé du chaos, effectivement, je l'avais mis dans les à côté, mais on peut en parler dès maintenant parce que c'est vrai que c'est un élément hein, pour la boxe, hein. Mais c'est vrai que le chaos, on l'a souvent dit, quand tu as confiance en ton menton, tu tombes moins facilement que quand tu as plus confiance en ton menton. Tu vois, les gens qui ne sont jamais tombés et qui ont jamais pris de chaos, tu sais, souvent on dit oui, c'est parce que le menton il est devenu friable. Oui, pour certains et pour d'autres, c'est juste le mental lâche, tu vois. Et là, en fait, on n'aura pas. C'est pour ça que je l'avais mis dans les à côté parce que c'est une question, un questionnement, tu vois, une incertitude. Est-ce qu'on sera fixé avec ce combat-là pour savoir si oui, il a su passer le cap de ce premier KO et qu'il a toujours confiance en lui et en son menton et qu'il peut continuer à faire la guerre, ou est-ce que c'est pas le cas? Est-ce que mentalement il est devenu friable et qui tombe, tu vois? On l'avait dit pour Volkanovski par exemple, quand on l'a vu contre Diego Lopez, on savait que mentalement il était encore pardon encore là et que même s'il prend des parpaings, eh ben il est encore présent et il sait qu'il va pas tomber. Mais il y en a certains autres à peine tu les touches, mentalement, ils se disent, ah, je peux tomber. Et le corps, le mental fait que tu tombes. Tu vois. C'est pas qu'une question de physiologie, tu sais, c'est Ouais, pas bien qu'une sûr. question de date de péremption. Oui, pour certains, oui. C'est le coup de trop qui fait qu'après tu tombes. Mais des fois, c'est juste une question de mental. C'est juste, maintenant, je sais que je peux. Donc, qu'est-ce que je fais? Et même dans sa boxe, tu sais, dans sa boxe, est-ce qu'il va devenir prudent encore plus au Hum. détriment du volume ou pas quoi? Tu vois, ça aussi, ça joue beaucoup. J'ai entendu quelque part, je l'ai pas vu, mais j'ai entendu quelque part comme quoi il avait beaucoup travaillé le sol. Tu vois, par exemple, pour ce camp. Est-ce que c'est pas un indicateur, ça? Le fait de travailler beaucoup le sol, en sachant que normalement, il y songe même pas. Il a une grosse défense. Si ça doit arriver, bah, ça arrive, il se relève, voire il attaque, parce que souvenons-nous que dans le précédent combat, il a attaqué le Bah, il bras-tête attaque sur le gong, la Darce, ouais. Ou l'Anaconda, je sais qui plus, était mais c'était une Darce, ouais, qui était très ouais, très il me bien semble que c'était engagée. une Darce. Et elle était très bien engagée, hein. Et j'aurais bien voulu la voir avec quelques secondes de plus celle-là, parce que il aurait peut-être pu finaliser Poirier. On sait pas. Bon, même si Poirier il est solide hein, sur les défenses, mais bon, on sait jamais. Mais bon, travailler énormément le sol. Est-ce que c'est pas un indicateur qui te fait dire que bon, on va minimiser les échanges debout et on va essayer de plus capitaliser sur autre chose, mais qui n'est pas ton ADN en fait de base. Même si on sait que Holloway est très très fort au sol. Il est ceinture marron, peut-être même ceinture noire maintenant de jiu-jitsu brésilien. Il s'entraîne véritablement en jiu-jitsu brésilien. C'est pas du sol MMA. Il fait du jiu-jitsu brésilien et on le voit de toute façon. Quand ça va au sol, il sait exactement quoi faire. Il est jamais pris au dépourvu. On l'a vu même contre Topuria qui quand il t'amène au sol, en général, ça devient un bourbier, hein, on l'a vu. Là encore contre Oliveira, il a pas réussi à le stabiliser. Il a su se relever tout de suite. Il a pas su capitaliser. Hum. Ouais, ouais. Je sais pas où t'as lu ça. C'est une possibilité. Et après, stratégiquement, ça peut être payant, hein. Maintenant, j'ai quand même du mal. Tu sais, il y a certains profils de combattants où tu vas émettre des doutes. Et puis, il y en a d'autres où t'en as quasiment pas. Et j'ai du mal à voir Holloway devenir friable mentalement de par son chaos. Le mec a fait tellement de guerres. C'est tellement un guerrier. Tu vois, c'est en lui, en fait. Donc, j'ai vraiment presque aucun doute sur le fait qu'on aura la version d'Holloway qu'on a toujours eu. Peut-être Mm. un peu plus défensif. Et ça, finalement, ça sera très bien. Mais en tout cas, au niveau du débit, au niveau de tout ce qui fait sa réussite, parce que finalement, Holloway, tu lui retires son débit, il perd sa plus grande force. Le but d'Holloway, c'est de te noyer sous le coup, justement, pour faire valoir son cardio dans les derniers rounds. Donc si tu lui retires ça, ce serait une grosse erreur. Donc moi, je suis assez confiant sur ça.
Je suis assez confiant. Et puis, Ouais. comme tu l'as dit, c'est son premier KO. On sait en plus que Topuria met tout le monde KO. Tu vois, tu prends pas un KO d'un vieux jab par un mec sorti de nulle part où là on peut se dire ah ouais le mec n'a vraiment plus de menton. Le mec il prend un crochet plein pot de Topuria. Je pense que n'importe qui entre 66 et 77, s'il prend le même crochet, il dort. Donc ça va, en vrai ça va. Ouais, ouais, il y a la jurisprudence Si Volkanovski, déjà. Poirier, si Poirier le met KO sur un shift par exemple sur une droite le met KO, là on pourra se poser des questions sur son menton. Parce que Poirier c'est pas un mec qui t'éteint. Poirier, c'est un mec qui te saoule de coups et qui te sonne, en fait. Et on l'a vu dans le combat, hein. Tu vois, il t'électrise, mais il t'éteint pas. S'il l'éteint sur une frappe, là, on pourra se poser des questions sur le menton d'Holloway. En attendant, j'ai pas trop de doutes. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et puis on l'a vu, hein, regarde, bah, je le dis, hein, jurisprudence Volkanovski. Il s'est fait éteindre par comme le high kick. Enfin, même si tu sais, c'est marrant parce que ils disent tous la même chose. Volkanovski, il a dit que le high kick de Makhachev lui avait fait plus de mal et plus de séquelles que le KO de Topuria. Tu vois. Mais il est revenu et finalement, tu vois, même en prenant des parpaings d'un mec qui sait éteindre, qui est Diego Lopez, ça n'a pas eu plus d'incidence que ça. Tu as Oliveira qui dit que personne l'avait jamais éteint avant justement Topuria. Topuria. Ok, il est tombé. Et là, tu as une sortie. Bon, c'est pareil, je voulais en parler dans les à côté, mais c'est pas grave. On déshabille Paul pour habiller Jacques. Tu as Holloway qui a fait une sortie médiatique en disant comme quoi Gaethje frappait beaucoup plus fort que Topuria. Et là, tout le monde dit oui, il est pas honnête, oui, c'est pas le Holloway qu'on connaît, oui, il s'est fait éteindre. Mais en même temps, moi, en fait, j'ai pas de mal à le croire. Frapper fort, Hmm. faire mal, et prendre un KO, c'est deux choses différentes. Le KO de Topuria, c'est pas parce qu'il frappe comme une mule. C'est parce que, alors, il frappe comme une mule, on va pas se mentir. Mais c'est surtout, et on l'a dit et on l'a répété, c'est la précision et la vitesse de sa frappe Mais, qui fait que tu tombes. Tu vois, il te déconnecte mais, parce que justement, c'est précis, rapide. Tu sais, tu t'as pas eu le temps d'avoir. Tu vois, c'est flash. Mais que Gaethje frappe plus fort, qu'il fasse plus mal, mais moi, ça me oui. pose aucun problème de l'entendre, en fait, tout simplement, parce que t'as des mecs qui Mais frappent comme des forcément, mules. puisque, Et Gaethje non, frappe mais de comme une toute mule. façon, Topuria est éteint à la lumière, donc tu peux pas avoir mal. À partir du moment où t'es KO, t'as pas mal, hein. Le coup qui te met KO, tu le sens même pas, hein. Tu dors. C'est vrai. Donc à C'est vrai. partir de là, forcément que les frappes de Gaethje, tu les sens plus. Gaethje, c'est des frappes très lourdes. Enfin, quand tu fais un combat contre Gaethje, très souvent, tu finis en sang, quoi. Le mec te découpe. Avec son Hum. jab, avec ses kicks. Donc oui, forcément, il y a plus de douleur contre Gaethje. Donc oui, je veux bien entendre que Gaethje fait plus mal. Ah non, en termes Oui. d'efficacité, c'est autre chose. Et je suis sûr que même Poirier fait plus mal. À l'usure, tu sais. Ah oui, Tu vois, mais clairement. Et c'est pour justement ça, parce moi, qu'il t'éteint en fait, pas. Tu sais que quand t'es contre Poirier, tu vas surtout un profil comme Holloway, tu vois. Tu sais que t'en as au moins pour quasiment 5 rounds à chaque fois. C'est- On va pas se mentir, le finish d'un côté ou de l'autre, il est très très difficile à obtenir. oui, oui, oui. Attends, je vais juste checker un truc, parce que ça me rappelle une anecdote. Euh, Arlovski. Tu sais, il y avait un combattant qui avait dit que le mec qui Oui, l'avait frappé le plus fort, le plus dur, c'est Arlovski, mais je veux voir son nombre de KO. ouais. C'est pour voir si ça étaye mon hypothèse ou pas, tu sais. Mais ouais, Ah, mais c'est visiblement un chez poids les lourd, c'est lourds. différent. Lourd, c'est différent. Lourd, il y a Ouais, beaucoup de alors, chaos dans tous les cas. c'est différent, mais regarde, sur 34 victoires, il y a 17 KO. Tu vois? C'est pas Derek Lewis. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Sur 34 victoires, il y a 17 KO, et pourtant, je sais plus qui avait dit ça. C'est Je sais plus, Overeem, je j'essaie de crois. remonter un. Il me semble que c'était Overeem qui avait dit ça. C'est possible que ça soit Overeem. Parce ils étaient dans la même salle. Ouais, mais C'était à c'était dans un l'entraînement qu'ils combat. parlaient. Ah ouais? Non, c'était pas à Bah, l'entraînement, c'était dans un ils sont combat. affrontés. Ils sont affrontés, il me Oui, ils se semble. sont affrontés. Il me Ils se semble que sont c'était Overeem, je suis affrontés, presque sûr. c'est possible. Mais en tout cas, voilà, il y a quelqu'un il y a un mec, je sais plus, qui avait dit celui qui m'a frappé le plus dur dans toute ma carrière, qui m'a fait le plus mal, c'était Arlovski. Et pourtant, voilà, 17 KO sur 34 combats. C'est pas un ratio, c'est du 50%, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un ratio de malade, tu vois. C'est pas un mec qui t'éteint comme un Ngannou, tu vois.
Hmm. ou comme tu vois, c'est pour ça. Frapper fort et mettre KO, c'est deux choses différentes. Tu peux frapper très fort et pas forcément avoir un pouvoir de KO. Donc cette polémique pour moi, elle a pas lieu d'être. Elle a pas lieu d'être. C'est vraiment histoire de parler. Bon après voilà, faut avoir vécu aussi parce que c'est vrai que nous bah, en boxant, on en a rencontré des gens qui frappent très fort mais qui te mettent pas forcément KO. Donc ouais, non, c'est Après, pour tu ça. sais, il y a aussi, il y a aussi le côté business. Et je pense que Holloway, il pense aussi à l'après. Et il se dit que battre Poirier, si derrière il peut négocier une revanche contre Topuria pour la ceinture des 70, ça lui va très bien. Je pense que la Bien sûr. déclaration, elle y est pas pour rien non plus. Et il a raison de toute façon, hein. Holloway, c'est quelqu'un qui a toujours été ultra respectueux, qui a jamais dit un mot plus haut que l'autre lors de sa carrière. Là, il reste dans le respect. Il essaye de vendre une revanche, je pense. Donc, il Oui. aurait tort de s'en priver. Bah, il aurait battu Geji, il aurait battu Poirier. Je vais te dire, oui, effectivement, il y en a qui ont eu des chances au titre pour moins que ça, hein. Donc, euh, donc bon. Bon, sinon, en termes de lutte, ce qui a, bah, peut avoir une chance d'arriver, hein, mais après la question c'est par qui elle va être mise en place. Moi, quand même, j'ai tendance à croire parce que c'est déjà arrivé, mais que si lutte il y Poirier. a, ça sera du côté de Poirier. Il a lutté en double leg, il a collé à la cage. Ça a été toujours très bien géré par Holloway qui soit Même, défendait. même hors ce combat, hein, je me rappelle bah, d'ailleurs, ça avait surpris tout le monde quand il lutte Connor. Il lutte Connor dès le début, il l'amène au sol. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, te sort complètement de ta stratégie. Donc, Poirier, on sait qu'il peut le faire. C'est pas un lutteur ultra technique, Poirier. Comme tu dis, c'est double, assez simple, mais en général, tu t'y attends tellement pas que ça te surprend. Tu sais, en Oui, et fait, puis il a un bon Poirier, quand timing. t'es contre lui, ouais, il a un bon timing, il sait faire son amener, mais Poirier, tu t'attends tellement à échanger debout avec lui que quand il part dans tes jambes, t'es plus surpris qu'autre chose. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais par contre, ça a toujours été facilement géré, tu sais, avec des défenses simples, hein. De toute façon, on sait que Holloway déjà, il est très stable, déjà pour commencer. Là-dessus, il y a pas de souci, vraiment très stable. Et après, quand t'arrives, enfin, soit il met l'underhook et il arrive à te renverser et à te remettre toi dos à la cage. Ce qu'il a réussi à faire d'ailleurs déjà en faisant une montée claquée sur le dernier combat, déjà dans le rapport de force. Et parce que techniquement, il est bon là-dessus, et puis il a de l'endurance en plus sur ses défenses de lutte. Et sinon, quand tu l'emmènes au sol, deux axes pour lui. Soit il rentre le bras entre les jambes pour t'empêcher de venir et d'évoluer, pour ensuite se relever et revenir avec l'underhook et puis revenir. Soit il rentre le bras, s'il a réussi à le faire, à l'intérieur justement du body lock pour t'empêcher de joindre tes mains et se relever et ensuite ressortir. Non, là-dessus, il est plutôt bon, hein. C'est très carré, c'est très bien fait. Il y a aucun souci. Tu vois jamais d'urgence Franchement, chez Holloway. non. Si ça va au sol, il y a aucun monde où Poirier le maintient au sol. Ouais. Franchement, il y a aucune possibilité pour Poirier de faire ça. Là où il aurait le plus de succès, ça serait le contrôle cage, comme on a vu sur le premier combat. Tu vois, le maintenir et égrener les secondes à la cage. Mais au sol, ouais, je mets Holloway au-dessus, au sol, hein. Oui, 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 largement. Largement, il est pas mauvais hein, Poirier, mais bon, c'est Holloway est bien meilleur. On n'a même pas eu l'occasion de le voir son sol, mais parce que déjà sa défense de lutte, elle est très bonne. Mais les peu d'images que j'ai vues au sol de lui, ah non, il est fort, hein, il est fort, hein. En plus, il a un physique de grappleur, enfin, tu sais, longiligne, fin, il se glisse partout et tout. Non, non, Hmm. il doit avoir une excellente garde, tu sais, avec ses jambes, il doit avoir une excellente garde. Ouais. Et puis offensif, hein, on l'a dit tout à l'heure, il est offensif sur les soumissions aussi. S'il voit une opportunité, il va la prendre. Il va la prendre. Le bras tête, la dernière fois, il l'a pris, c'était très précis. C'était très précis. Tu sais, la C'était manière dont très il l'a explosif attaqué, en c'était plus, hein. vraiment précis. Franchement, ça a Ouais. été super vite, hein. En fait, il fait son inversion. Tu sais, il défend, il sprawl, il se retrouve en sprawl. Même pas une demi-seconde après, il est sur la darse. Il a glissé le bras. Parce que ça, c'est le genre de technique un peu bâtarde, où si tu la maîtrises pas, tu vas tomber comme une merde, tu vas te retrouver en dessous.
Tu vois, parce que t'es obligé d'en fait de te sacrifier un petit peu, de te laisser glisser en dessous pour rentrer le bras très profondément entre l'épaule et la tête, pour ensuite verrouiller ton bras tête. Il faut le faire, il faut savoir en fait rester collé en fait à l'adversaire dans c'est un déséquilibre tu sais un déséquilibre que tu crées mais avec une stabilité, c'est-à-dire qu'il faut que c'est un peu con ce que je dis mais il faut que tu arrives à rentrer et prendre ton bras tête avant de t'écraser par terre et de tout foirer, tu vois. Et en fait, il l'a très bien fait. C'est tout le monde n'a pas ce timing-là. Hein. C'est pas évident à faire cette technique-là de cette manière-là. C'est pas un bras-tête classique entre guillemets. Alors c'est un bras-tête classique quand tu fais du sol, mais je veux dire c'est pas un bras-tête où tu peux prendre le temps de t'installer. C'est flush. Faut que tu rentres dedans tout de Disons suite, quoi. que c'est un bras-tête où en MMA t'as beaucoup à perdre parce qu'on sait ce que ça Ouais. vaut de se retrouver en dessous si tu rates une technique. Après, il l'a fait aussi dans un moment où je suis pas certain que début de round il le tente. Il Non, le non, tente non, parce non, qu'il non. restait 5 secondes, donc ça se tente. Ouais. Enfin, Il y ça se avait tente. quoi d'autre? Il y avait quoi d'autre? Alors, si je reviens sur ce combat, c'est lui pour le coup là qui nous a fait un peu une Poirier, dans le sens où il attaquait les guillotines. Alors, il les attaquait pas vraiment, mais il prenait la guillotine sur les entrées de Dustin à la cage. Et je pense qu'il aurait Mhm. pu être plus proactif sur le fait d'inverser la position. Je l'ai trouvé un peu trop patient sur ces phases-là. Alors, est-ce que lui aussi récupérait? Parce que des fois, ça suivait des séquences où il prenait fort. Mais tu le vois dans le dernier round. Alors, il y a la fatigue de Poirier, mais dans le dernier round, il inverse la position assez facilement. Moi, j'aurais préféré voir ça dès le début, en fait, dès les premières séquences. En tout cas, le voir essayer. Je le vois pas essayer, je le vois défendre, c'est-à-dire dégripper les mains, empêcher l'amener au sol, mais je le vois pas être proactif sur la sortie du contrôle cage. Ouais, après je pense que dans le rapport de force, il y avait une problématique dans les premiers rounds, tu sais, et puis surtout au début, je vois dans les premières amenées, premières tentatives, quand il se fait rentrer dedans, il est un peu surpris aussi. Donc en fait, la guillotine, c'est plus une guillotine réflexe pour pas tomber en soi que pour attaquer, parce que tu vois qu'il est jamais dangereux sur la guillotine, mais même, enfin, il n'y a Non, pas non, il de attaque pas, hein. d'intention, tu vois. C'est juste, il tient, il prend appui en fait sur la tête de finalement sur la nuque de de Hmm. Poirier et après il faut qu'il prenne le temps de s'installer pour renverser la situation. Mais je pense que c'est parce que la pression à la cage elle était beaucoup plus forte début de combat que fin de combat où là il était Ouais, installé ouais, plus facilement c'est aussi, pour tu vois. ça. C'est pour ça, je te dis que je pense que la fatigue a aidé sur les sorties du cinquième. Mais tu sens dans le positionnement, même quand la fatigue n'est pas encore là, que Poirier va pas l'amener. Franchement, tu vois Oui. tu vois la ligne de hanche de Holloway, comment elle a l'air de Mm. peser lourd. Je sais pas, tu le ressens à Ouais. travers l'écran. La manière dont il se place, tu vois que pour l'arracher, il faut une force, laisse tomber. Le mec pèse, arrive vraiment à gérer son corps pour peser. Et ouais, j'avais aucun doute sur ça. Et quand bien même il l'aurait fait tomber, ça aurait été de tomber juste fesse sur la cage, il serait relevé dans la seconde. Donc il n'y avait pas grand intérêt non plus pour Poirier de forcer l'arracher. Parce que tu peux toujours forcer un arraché, mais si c'est pour laisser plus de plumes qu'avoir de bénéfices, ça sert à rien. Donc lui aussi, il a bien géré en fait, Poirier. Il a fait ce qu'il fallait. Hein. Il s'est contenté du cage control. Ouais, c'est soit tu l'arraches tout de suite comme a fait Topuria. C'est-à-dire tu viens, t'as l'impact, t'as joint tes mains sous De les la fesses et cage, le tu rebond. Hein. l'arraches. Voilà, mais bon, c'est tout le monde ne peut pas faire ça. Et sinon, dès qu'il peut écarter ses jambes, en fait, comme il a des grandes jambes, tu vois, c'est ça aussi la taille des segments. On a parlé, il y avait plus d'allonge du côté de Poirier, mais par contre, Holloway, il a des jambes qui sont plutôt grandes, tu vois. Donc quand il commence à écarter sa base, qu'il a les talons bien collés à la cage, et qu'il pèse effectivement avec ses hanches, là, pour joindre tes mains et pour pouvoir resserrer ses jambes, là, c'est compliqué. Tu vois, parce que son positionnement, il est vraiment parfait. En fait, à la cage, il est vraiment parfait. Donc c'est ça qui est sa grande force, en fait, tout simplement. Donc ouais, mais après je pense pas de toute façon qu'on aura de phase au sol particulière. Enfin d'ailleurs j'espère pas. D'ailleurs j'espère que ça va se régler debout hein, pour ce combat-là. Mais voilà, s'il y a, en tout cas ça va s'arrêter au niveau de la lutte, ça va se relever très vite. Jamais, en tout cas si c'est Poirier qui initie, jamais, effectivement tu l'as dit tout à l'heure, il n'arrivera à le contrôler. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, ouais, ouais. Non, ça va se régler debout. Ça va se régler debout, même pour le côté, tu sais, même pour le côté historique, le fait que ce soit le dernier combat de Poirier, qui est une grande légende de l'UFC. Euh, j'ai du mal à voir, même Poirier, finalement, j'ai du mal à le voir chercher le sol. Je pense qu'il va vouloir régler ça debout, devant son public. En plus, il va être emporté par la foule. Il y aura le côté quand même émotionnel qui va jouer, ça c'est sûr. Plus côté Poirier.
Mhm. parce que te dire que c'est ton dernier combat, il y a ton public qui te pousse, il y aura sûrement sa famille, donc je pense qu'il y aura beaucoup d'émotions. Ça peut lui jouer des tours, ça peut le galvaniser aussi. C'est à double tranchant ce genre de choses. Bah c'est là, bah tiens, tu me fais une passe décisive pour les à côté, tu vois. Justement, c'était le premier à côté, c'était ça, devant son public, donc confiant ou pas, tu vois. C'est vraiment le truc à double tranchant. Après, je pense qu'il a assez d'expérience pour passer au-delà de ça. Il a montré déjà que face à l'adversité, il savait être présent. On l'a vu notamment, tu vois. Je sais pas, c'est con, mais tu sais, même quand il a combattu contre BSD. Tu vois, de faire un retour en arrière comme ça, de regarder loin derrière avec un prospect de l'UFC qui était très mis en avant, qui était limite donné presque favori. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, la relève et tout. Il a su combattre ce manque de respect parce que pour lui c'était un manque de respect. En vrai, il l'a accepté, mais c'était un peu un manque de respect. Il a su combattre ça et aller gagner son combat. Tu l'as vu dans des title shots, enfin donc forcément tu sais il a su passer outre le stress alors un titre intérimaire plus deux title shots contre Khabib et contre même trois parce que oui trois, il y a eu Khabib, il y a eu Oliveira, il y a eu Islam Même Makhachev. Makhachev, Euh, donc une expérience de malade. Euh, wow. faut quand même noter que sur tous les combats de Makhachev pour la ceinture, ah non, il y a Volka aussi. En vrai, Oui, 70 kilos, c'est Poirier qui lui fait la plus grosse guerre. c'est vrai, c'est vrai. Et qui ne s'est Et c'était là, hein. jamais démonté quoi. Tu vois. C'est surtout qu'il est même monté en confiance pendant le combat. Tu le sens. Tu sens Ouais. que il y a une bascule dans le combat où il commence à y croire vraiment et où ça devient chaud même. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc je pense pas que ça aura un impact plus que ça. En plus, sa famille, elle est tout le temps présente. Sa famille est tout le temps présente. Donc c'est même ça, tu sais, ça a pas d'impact. Il y a toujours ses enfants, enfin sa fille, puisqu'il avait qu'une fille jusqu'à Hmm. maintenant. Là, il attend le deuxième. Mais donc il y avait toujours sa femme et sa fille. Donc même ça, c'est pas quelque chose qui l'impacte plus que ça. Il a l'habitude. C'est même plus sa femme qui est stressée pour lui que lui-même, je pense. Tu sais. Oh, c'est sûr, Non, il même. a une énorme expérience. Hein. Il a une énorme expérience pour Poirier. C'est impressionnant. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, mais il a 39, 40 combats. 40 combats et 40 combats, Mais la surtout, presque totalité à l'UFC, quoi. bah, c'est ça en fait. C'est plus ça qui est impressionnant. C'est 40 combats au plus haut niveau mondial. Hum, Parce que ça fait des années qu'il est dans le top 10, Poirier. dans le top 5 même. Dans le top 5 C'est les même. Mais indélogeables. Tu sais, lui, Gaethje, les indélogeables du ouais, top 5, quoi. Tu vois, c'est... ouais, encore avant Geji, il était là avant Geji. Il était là avant Gaethje. D'ailleurs, tiens, c'est marrant parce que là, il a dit, tiens, comme ça nous retirera une actu pour la remplacer par une autre, mais donc il prend sa retraite après derrière. Il a dit qu'il allait qu'il voulait pas justement conserver sa place dans le classement parce qu'en fait s'il y a pas de titre derrière potentiel, en fait il veut pas rester là pour juste prendre un chèque, ce qui est tout à son honneur. Il veut pas être ce genre de combattant qu'on appelle pour le chèque. Donc il veut pas bloquer non plus une place pour un contender futur. Tu vois, donc vraiment il Hmm. fait ça pour le bien de la catégorie et le bien de l'UFC. Donc ça déjà c'est tout à son honneur, mais ça me choque pas hein, de la part de Poirier. Tu sais, c'est quelqu'un qui a toujours été très carré là-dessus, tu vois, sur ses prétentions sportives. Tu vois, ça a toujours été quelqu'un qui était là pour la prétention sportive, pour la ceinture. Tu sais, on l'appelle le roi sans couronne, il la voulait sa couronne. Là, potentiellement, il aura peut-être une ceinture supplémentaire parce qu'il a déjà été champion intérimaire, jamais champion incontesté. Là, il y a la BMF en jeu. Donc il l'avait dit, hein, de toute façon, il ciblait l'une et l'autre, l'une ou l'autre ou l'une et l'autre, tu vois, c'était vraiment ça. Donc c'est sa limite sa dernière chance de prendre une dernière ceinture en soi. Et derrière, de toute façon, comme il y a un projet stéroïde en place, il a dit qu'il allait prendre sa retraite, qu'il ferait jamais plus 70 kilos de sa vie et qu'au contraire, il allait se charger aux stéroïdes façon Cowboy Cerrone, tu sais, pour être bronzé et musclé au meilleur de sa vie. Bon, ok, sur le papier, d'accord. Quand t'attends un deuxième enfant et que tu veux te charger dans des stéroïdes qui peuvent te niquer la santé, voilà, là par contre la cohérence, je l'ai plus là. Tu vois, Après, là j'ai plus la cohérence. est-ce que ouais, est-ce que c'était pas pour la blague? Quoique, va savoir.
C'est assez courant finalement aux États-Unis de se charger. Bah oui, eh oui. C'est ça, c'est-à-dire que effectivement, enfin, c'est ce que je me suis dit aussi. J'ai recherché l'interview pour voir s'il y avait un ton humoristique ou pas. Bon, en soi, après, j'ai arrêté de chercher parce que l'interview dure longtemps et ça m'a saoulé parce qu'en fait, on s'en fout. C'est juste que ça soit de l'humour ou que ça soit vrai. Non, mais il y a beaucoup de combattants qui le font, qui derrière, tu vois, quand Donald Cerrone, il est heureux comme tout. Il dit, mais en fait, je comprends l'avantage du dopage. Lui, il est comme un fou. Il dit, je m'entraîne comme jamais. Je suis là, je suis au top. Physiquement, je suis au top. Ok, tu vois, bon, il va sûrement vouloir tester. Pourquoi pas, tu vois? Se faire une petite cure, une curounette. Sauf que le problème, c'est que quand tu commences une cure, tu t'arrêtes jamais. On en connaît beaucoup comme ça qui ont commencé. Non, mais c'est parce que c'était parce que j'étais blessé au genou. Et puis derrière, tu vois, les mecs, ils ont des coups gros comme leur tête jusqu'à la fin de leur vie. Putain. Donc, on ne T'as dit connaît les ça, noms, j'ai on va eu pas les au dire, mais on moins, connaît les noms. j'ai au moins 10 noms qui sont venus dans ma tête quand t'as dit ça. C'est exactement ça. Moi aussi, c'est pareil. J'avais des visages qui défilaient comme ça dans ma tête. Oh putain, putain. Bon, putain. Bon après c'est pas nous, hein, vous savez. Vous avez vu nos corps de lâche. Il y a pas de stéroïdes chez nous. Il y a que des œufs chez moi, tu vois. Avec des kebabs chez moi. Des œufs et du riz. Ah non, mais ouais, non, mais c'est vrai qu'écoute, c'est un projet, c'est un projet, pourquoi pas, tu vois. Donc, mais je pense qu'il est en paix justement. Tu sais, par contre avec ça, sur le fait de vraiment prendre sa retraite, il est Ouais, carré avec ça. Il y a pas de, tu sais, de comment dire, de rancœur ou de j'étais obligé ou donc le fait que ça se passe comme ça en soi, c'est pas si mal parce qu'on parlait du stress, tu sais, du fait de combattre face à son public, mais c'est le stress de faire son dernier combat, tu vois, de se dire il faut pas que je le rate celui-là. mm, Mais en soi, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose aussi qui va l'impacter. Je pense qu'il a acté que ça y est. De toute façon, il y a plus d'objectif ouais, sportif. Il veut juste faire un dernier baroud d'honneur, tu vois, contre un adversaire qui sait qu'il va lui rendre l'appareil c'est et ça. advienne que pourra, En tu vois. plus, il y a énormément de respect entre les deux. Tu vois, ça m'avait, j'avais zappé tout ça, mais en revoyant le combat, ils se témoignent beaucoup de respect pendant tout leur combat. Tu vois, Hum, plusieurs fois, ils se checkent, ils se prennent dans les bras, ils discutent, tu sens que, de toute façon, c'est deux guerriers. C'est vraiment deux guerriers, ils peuvent que se respecter. Et comme tu dis, ouais, je pense qu'il a vraiment acté le fait. De toute façon, il peut pas avoir un meilleur fin. Victoire comme défaite, hein. Il peut pas avoir un meilleur hum. fin. Il est chez lui pour une ceinture qui n'est pas la ceinture officielle, mais qui a quand même beaucoup de signification, notamment pour quelqu'un comme lui, parce que ça le représente parfaitement la BMF, et surtout contre un adversaire de qualité. Donc, admettons, même s'il gagne et qu'il dit non, finalement, j'en veux un autre, et ça sera vraiment mon prochain, ça sera vraiment mon dernier. Il y aura pas tout ce truc. Il y aura pas tout ce truc de c'est chez lui. Tu vois, pour attendre que ça soit chez lui, il faudra encore attendre un an. Non, non, là, c'est l'arrêt parfait. Victoire comme défaite, c'est l'arrêt parfait. On sait que je lui souhaite une guerre parce que je pense que même lui, c'est ce qu'il veut. Tu vois, je suis même sûr qu'il veut même pas forcément un KO tout de suite. Tu lui donnes le choix, je crois qu'il veut une guerre. Et Hum. je lui souhaite une belle guerre et victoire comme défaite, de partir sous les applaudissements de toute la foule. Ouais, ouais, déposer les gants comme ça devant tout le monde, tu vois. Je pense que ça va être un moment d'émotion de dingue. Hein. Soyez devant votre écran, vraiment. Je Soyez pense devant. même que Là, c'est. l'UFC va a déjà préparé sa petite vidéo. C'est même Ouais. sûr, je sais plus pour quel combattant la dernière fois ils l'avaient fait, mais je suis quasi sûr que Poirier aura le droit à sa vidéo, Bah, c'était pas comment il Memories. s'appelle. Tu sais, Robbie Lawler. C'était pas lui. Ah, peut-être, ouais. Oui, Ouais, c'est ouais. possible que ça soit Robbie Lawler. Mais oui, non, c'est vrai que ça va être un grand moment, ça va être un moment d'émotion, ça va être non, et puis même peut-être même l'annoncer son intronisation au Hall of Fame directement, je sais pas, je crois pas qu'il y soit déjà. Donc c'est Bah, potentiellement ils peuvent j'en doute ça. J'en doute parce que je crois que ça n'a jamais été fait. Un ouais, mec mais qui il prend sa mériterait retraite hein. et le jour même. Ouais, ça pourrait le faire. Tu sais Ouais, ça quand tu pourrait. parles de personnes qui ont grandi avec l'UFC et qui ont fait les grandes heures de l'UFC, Poirier, c'est un des premiers noms qui peut te venir en tête, tu vois. Donc même là, pour Et la puis ça ceinture reste, Baddest Motherfucker, finalement, c'est un des noms qui peut te venir en tête, tu vois. C'est un gangster derrière Poirier. Donc c'est potentiellement ouais, ça peut se faire. Ça pourrait être un moment encore plus historique si tu l'intronises au Hall of Fame tout de suite, tu vois.
Ouais. Ouais, et puis c'est vrai qu'il n'y a jamais eu, alors de mémoire, hein, peut-être que je me trompe, mais il n'y a jamais eu vraiment de clash avec l'UFC. Tu sais, il y a plein de combattants, de stars qui ont à un moment ont des clashs avec l'UFC. Lui, ça a été quand même, il a toujours été respecté, j'ai l'impression, par l'UFC. Tu vois, ils lui ont toujours Hmm. témoigné du respect, d'où toutes ses chances au titre qu'il a eu et qui étaient méritées de toute façon. Même si des fois, il y avait d'autres combattants qui auraient pu passer avant lui, mais son nom a fait que, la qualité de ses combats a fait que. Moi, je suis pas un ultra fan de Poirier, hein, je te le cache pas. J'aime beaucoup ses combats, mais je suis pas particulièrement fan de Poirier. Mais c'est un combattant que je respecte. J'ai beaucoup de respect pour Poirier. Tout le monde, tu vois, tu peux que respecter un mec comme Poirier. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Donc on va voir ça. Et donc sur les à côté, sinon, bah, on a dit, hein, là pour Holloway, véritable montée, pas comme la fois précédente qui était en short notice. Donc là, on va le voir plus plein. On a vu l'écart de, enfin, tu sais que la puissance, c'était pas, il y avait pas un écart de puissance de dingue avec justement Geji quand il fait une vraie montée. Déjà pour commencer. Il y a la confiance en son menton. Bon, ça, on en a parlé déjà. On va pas revenir dessus. Et Poirier, il est sur deux défaites sur ses trois derniers combats. Alors certes, c'était contre Geji et contre Islam Makhachev, tu vois, mais bon, il prend un KO contre Geji, il se fait soumettre contre Islam, il prend une victoire contre BSD, mais qui finalement n'était pas en termes de fight IQ en fait, pas au niveau. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, ok, les shooter dans les jambes tout le temps, ça a marché. Il a essayé de lui prendre le dos, ça a marché. Mais par contre, après, rester à la bagarre et rester dans l'échange avec Poirier, c'était pas du tout une bonne idée. Et puis il y avait, moi pour moi, quand je parle de fight IQ, je parle aussi de des off, enfin tu sais, Mm. gestion du poids et gestion du staff qui n'était pas bon du tout. Tu vois, le combat. Tu sais, on parle de fight IQ, tu sais, dans la cage, mais c'est aussi dans la préparation Et à d'un combat. l'extérieur aussi. Et c'était un des combats les moins bien préparés pour BSD, tu vois, où il était le moins dans les bonnes conditions, tu vois. Donc bon. Donc voilà, c'était pas la plus grosse guerre qu'il a eu à faire dans sa vie, Poirier. Donc ouais, donc c'est vrai que là il est sur une pente descendante en soi. Alors, oui, c'est dur de dire ça, tu vois. Mais bon. Parce que Islam, on l'a dit, il avait fait le combat de la vie d'Islam, et ça a été contre Poirier presque avec, on l'a dit avec Volkanovski. Mais contre Gaethje, quand même, prendre ce KO, normalement, bon, ça peut arriver, tu vois, un high kick chanceux, ce qui est un peu le cas, mais en début de deuxième round. Mais bon, voilà, c'est quand même quelque chose qui n'était pas arrivé lors du premier combat. Tu vois, je sais pas, je sais pas. Je trouve que c'est le moment, tu vois. Je pense que c'est le moment où il doit prendre sa retraite effectivement parce que on sent qu'il y a quand même une petite bascule, tu vois. Je sais pas, je la sens pas cette bascule. Très honnêtement, pour moi, il est assez constant. Je trouve au même niveau. Je pense que la bascule, elle se fait plus sur la motivation à l'entraînement plus que sur son réel niveau. Je pense que c'est ça le plus dur, hein. C'est même pas C'est de une ça dont je question. parle, hein. Ouais, donc c'est vraiment sur ça, c'est vraiment sur la motivation parce qu'en termes de technique, en fait, tu sens pas qu'il ralentit en termes de cardio. Tu vois, il y a des mecs où tu sens vraiment le poids de l'âge, ils sont moins explosifs, ils sont moins endurants, ils sont moins puissants, ils sont ceci, cela. Pour moi, Poirier, il est toujours au top. Et il nous le prouve à chaque combat. Il peut rivaliser avec le top 5. Il peut prendre n'importe qui dans le top 5. Ça sera pas un combat facile pour l'adversaire. Tu vois, Mm. même s'il y a des mecs qui seront favoris contre lui, il y aura toujours un petit doute où Poirier, il peut le battre. Donc, Ouais, je suis d'accord. il est au niveau. Il est toujours au niveau. Mais comme tu dis, l'entraînement, la motivation, c'est primordial dans ce sport. Il faut toujours être prêt. Tu peux pas te permettre de venir à un combat en étant à 80%. Il faut être à 100%. Mm. Et voilà. Voilà, il l'a dit plusieurs fois, hein. Il a dit que bah, ça en avait marre. On peut le comprendre, hein, 40 combats, ça veut dire 40 prépas, ça C'est veut ça. dire 40 cuttings, ça veut dire, enfin c'est bon, c'est épuisant. C'est épuisant. En plus, on sait que lui, fait ses prépas loin de chez lui. Ça veut dire qu'à chaque fois, partir de loin de chez toi, de ta famille, etc. C'est des gros sacrifices que, au bout d'un moment, tu veux plus subir. Et il a gagné le droit de plus les subir. Il est à l'abri financièrement. C'est bon. Il aura jamais la ceinture. Ouais. On va pas se mentir.
Donc c'est le moment de partir. Quand il a dit je veux plus jamais faire 70 kilos de ma vie, de toute façon, ça en dit long. Hmm. Pronostic? Allez, je te laisse commencer. Pronostic, je reste quand même moi sur Max Holloway, qui je pense a fait les améliorations suffisantes pour battre Poirier. Par contre, ça va être une guerre, ça c'est une certitude. Je vois pas de finish. Je pense que ça sera la décision. Je vois bien une décision unanime d'Holloway. Où il va perdre un round probablement. Peut-être le Le premier, le premier. temps d'ajuster un petit peu. Et puis après, il va dérouler. Et je vois une décision d'Holloway, ouais, 49-46. Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi sur le constat. J'ai fait un 60-40 avec un Poirier qui dans les deux premiers rounds peut peut-être, tu sais, si jamais vraiment dans le rapport de force et si le menton effectivement est un peu friable du côté d'Holloway, dans les deux premiers rounds quand il est en pleine possession de ses moyens, finir Holloway, tu vois, un KO, t'es KO quoi, je veux dire, puisque on l'a vu, c'est possible hein, dans le premier combat. Dans le premier combat, ça aurait pu tomber hein, déjà, hein, parce qu'il était quand même vachement ébranlé à chaque fois dans le premier combat en 70, je rappelle. Euh, Mhm. donc euh, Mais donc je vois plus ces potentiellement. séquences arriver. J'ai beaucoup de mal à voir ces séquences arriver. Je pense qu'il va être beaucoup plus prudent et beaucoup plus mesuré, Holloway. Il va désengager quand faudra désengager. Il restera pas dans l'échange. Et Ouais, mais il a quand même encore parce que j'ai encore vu sur Topuria quand ça part en ligne, tu vois, et qui il y a des fois enfin même souvent il se fait quand même toucher. Quand ça part en ligne, il se fait toucher. Avant qu'il sorte, alors il sort un peu plus vite qu'avant, mais bon, il peut être pris quand même dans la grosse frappe, tu sais, qui je sais pas. Tu sais, il y a toujours moi voilà, j'ai du mal à le voir hein, c'est pour ça que je mets Holloway hein, décision parce que moi aussi je pense que ça ira au bout et j'espère que ça ira au bout. Tu vois, il y a des combats comme ça. Tu vois, souvent, tu sais, moi, genre, ça me saoule et ouais, je veux pas voir des combats se terminer. Enfin, je veux je que veux ça pas se de termine finish tôt. là. Je veux Ouais, là, je veux que ça voir aille aucun jusqu'au des deux se bout. faire finir. Voilà, et que chacun se prend dans les bras. Parce que aussi, tu vois, si finish il y a, bon, déjà pour Poirier, ça, pour Holloway, ça me saoulerait parce que la suite de la carrière, là pour le coup, la suite de la carrière d'Holloway, elle serait vraiment entachée. Enfin, tu vois, là pour le coup, s'il se fait éteindre une deuxième fois, bah malheureusement, je pense que c'est fin de carrière presque pour Holloway qui va devenir un gatekeeper, tu vois, mais gatekeeper de luxe certes, mais bon, voilà, ça sera le début de la fin pour Holloway et j'aimerais en voir encore de Holloway pour le coup. Et si c'est Poirier qui se fait mettre KO, tu vois, en fonction de comment il se fait mettre KO, tu vois, s'il se fait mettre KO comme Geji, par exemple, derrière il met pas les gants dans la cage, hein. Il les dépose pas, hein. Il dépose les dents mais pas les gants. Tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais ça viendrait entacher en fait sa fin. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux un gong Une belle final. fin. Ils se serrent dans les bras, ils sont ensemble tous les deux, ils se font un gros câlin. Victoire ou défaite de Poirier, même si bon, voilà, Holloway, je pense que ça a plus de sens si c'est Holloway qui gagne pour la suite de l'UFC, hein, je pense que ça a plus de sens. Mais même si on a dit, tu sais, si jamais Poirier prend la ceinture, bah ça peut peut-être permettre de la donner à une autre catégorie. Tu sais, ça, on en avait déjà Hmm. parlé. Mais bon, tu vois, ça peut faire une passation ailleurs. Mais en tout cas, voilà, c'est de voir un Poirier qui fait son discours, un discours plein d'émotions, qui pose ses gants dans la cage, qui fait un câlin à sa fille, à sa femme, et adieu champion. On te reverra plus te recoiffer, remonter ton short, certes, mais voilà, merci pour tous ces moments. Longue vie chargée comme une mule à toi, tu vois. Et puis c'est tout. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, c'est mon idéal, c'est ça. Mon idéal, c'est ça. On est sur Maintenant, les est-ce mêmes que les idéaux. dieux, les dieux du MMA vont-ils nous l'accorder? Je ne sais pas, je ne sais pas. Le Valhalla. Donc bon, je crois qu'on a fait le tour de cette analyse. Là, les gars, on compte les podcasts sur les doigts d'une main, hein. Là, on a donc là fait cette analyse. On a une actu qui va sortir. Alors, désolé, la semaine dernière, je crois, de mémoire, qu'il y a aucun podcast qui est sorti, hein, parce que j'ai été très malade pendant 4 jours en début de semaine, c'était impossible pour moi d'enregistrer quoi que ce soit. Et toi, tu as été très gonflé pendant la fin de la semaine, puisque tu t'es fait malheureusement piquer par une bestiole qui t'a mis. C'était un J'ai demi eu Bogdanov. voilà. J'ai eu un œdème Donc de coinque.
Donc c'était mort pour nous la semaine dernière. Désolé, hein, c'est les aléas de la vie, hein, malheureusement, c'est comme ça. Là, on a fait ça. On va enregistrer l'actu demain qui sortira, je pense, vendredi. On va faire le débrief. On va se débrouiller pour faire le débrief avant la coupure estivale la semaine prochaine. Et puis après, ça va être la coupure, hein, tout simplement. Et malheureusement, j'ai peur qu'on ne puisse pas enregistrer. On va voir hein, si on arrive à se caler, mais Shimaev contre Dricus du Plessis. Dricus Shimaev, ouais. Ouais, j'ai peur que ça puisse pas se faire. J'ai peur que ça puisse pas se faire. Ce que je peux te proposer, c'est, je vois l'heure qu'il est, on est dans nos temps, c'est d'en parler 2 secondes déjà, de faire une demi-analyse déjà du truc, ça sera mieux que rien. Et puis si on peut, on fait une vraie analyse complète. Et sinon, t'as regardé quelques combats quand même déjà avant ou pas? Non, t'as pas eu le temps? Ou t'as regardé un Non, peu? j'ai pas commencé. T'as pas commencé? Après ouais, ça peut se faire de mémoire, hein. C'est des gens qu'on a analysés plusieurs fois, mais bon, comme ça, voilà, vous avez un peu notre avis sur la question, et puis si on peut faire plus, on fera plus, et sinon, bah au moins on vous aura donné ce petit bonus en plus, tu vois, un tout petit bonus. Mais ouais, écoute, Mais on l'a écoute, dit, on on en a en a parlé en parlé off, en hein. off, hein. C'est très dur C'est à le combat pronostiquer. voilà. C'est le combat le plus dur à pronostiquer depuis bien longtemps parce que beaucoup trop d'incertitudes. Beaucoup trop d'incertitudes déjà dans le style de Dricus. Peu importe contre qui il est, c'est dur à prévoir. Et puis dans ce que Shimaev amène dans la cage, c'est toujours la même chose. On sait que si tu survis au premier round, il y a match, il peut y avoir match, mais qui peut survivre au premier round? Rares sont ceux qui ont survécu. Bah, rares sont ceux qui ont survécu, effectivement, il y en a que 2. Enfin, non, il y en a pas que 2, je dis une connerie, mais en tout cas, récemment, il y en a 2. C'est Kamaru Kamaru, et c'est Burns. Burns, Pour 2 raisons différentes. Burns, c'est parce que au sol, il a montré qu'il était trop dangereux, et donc ça s'est passé debout. Et Kamaru, bah, c'est parce que il a su défendre parfaitement en fait les amener enfin les les étranglements tentatives d'étranglement. de Shimaev en rentrant bien le menton en mode tortue, les bras. C'était intelligent, hein, tu sais, d'être à 4 pattes comme ça. D'habitude, tu te mets en turtle position. Et le problème, c'est que bah Hmm. quelqu'un quand tu sais trouver des espaces, tu peux trouver les espaces. Là, il a tendu les bras. Il était vraiment très haut sur sa position, donc il offrait le dos. Hein. Là-dessus, il y a pas de souci. En fait, il a préféré offrir le dos, et il a raison. On n'est pas en jiu-jitsu brésilien, plutôt que d'offrir le coup. Et en fait, il a rentré vraiment la tête dans les épaules pour l'empêcher complètement de pouvoir rentrer les bras, parce qu'en fait, le fait d'avoir les bras levés, et d'ailleurs, hein, c'est une bonne défense, hein, d'avoir les bras levés comme ça et de remonter les épaules. Enfin, tu sais, même en jiu-jitsu brésilien, tu sais, on est souvent en train de monter les épaules justement pour cacher le coup. Donc, il l'a très bien fait, ce qui fait qu'en plus, c'est ce que je t'ai dit en off, ça laissait Shimaev en suspension, parce que justement il n'était pas sur ses appuis, mais il était toujours en train de devoir gainer pour conserver le dos, que ça soit debout quand Kamaru arrivait à se relever, ou quand il était dans cette position-là, bah il était embarqué vers l'avant, donc ça lui demande de l'énergie. Ce qui fait qu'il a cramé beaucoup d'énergie, bah, qu'il n'a pas récupéré après dans le round 2, round 3, et derrière on voyait hein, que sa boxe elle était lourde, qu'elle était lente, et que derrière bah c'était compliqué d'aller boxer contre Kamaru. Kamaru qui lui aussi a eu besoin de reprendre un peu d'énergie, et puis après derrière il a déroulé sur le round 3, même s'il y a eu quelques amenés au sol qui lui ont permis de capitaliser encore un peu de contrôle, de temps de contrôle Shimaev, mais voilà, c'était pas sur 5 rounds, je pense que Shimaev perdait à la décision, tu vois. Donc là c'est 5 rounds, parce que c'est aussi la première fois qu'on peut voir potentiellement quelqu'un résister au premier round et faire 5 rounds avec. Ça, c'est la première fois que ça peut arriver. Et on sait que Dricus du Plessis, il a la possibilité de résister au premier round. Alors c'est pas dit qu'il le fera, hein, parce que c'est ça notre incertitude en fait. Ma seule incertitude, c'est est-ce qu'il a la capacité de défendre Shimaev. S'il a pas la capacité de défendre Shimaev, bon bah Ouais, c'est perdu, on le sait. parce que Maintenant, s'il passe le premier parce round, que derrière, vas-y, fini. non, je disais, s'il passe le premier round, derrière, je pense qu'il a toutes les armes pour gagner. En termes de puissance et en termes de boxe, surtout, en termes d'incertitude qu'il apporte avec sa boxe, puisqu'il a une boxe Y a pas photo. qui est indécryptable, en fait, tout simplement. Je pense il peut l'avoir. Parce que il a le menton solide. On sait que Shimaev, il envoie des jabs, dévastateurs. Il a cette espèce de jab remontant, tu sais, qui peut te mettre KO. Comme il avait mis KO Aliskerov il y a longtemps, tu vois.
Mais, Non, mais bon, contre Niskerov, c'est un uppercut. c'est un jab remontant. C'est ce que je te dis, tu sais, c'est un espèce de coup qui remonte, tu vois. C'est pas vraiment un uppercut de mémoire, hein. C'est un coup Bah, qui moi, remonte, de mémoire, effectivement, c'est un mais, bon uppercut, hein. ah ouais, bon, je sais plus. J'ai pas revu ce combat. Mais, en tout cas, ça vient du bas vers le haut, ça c'est sûr. Là, on est d'accord là-dessus. Je vois pas Dricus tomber sur une frappe comme ça, honnêtement. Non. Trop solide. Ah non, je pense qu'après, si ça passe le premier round, je pense que Shimaev, il passe un sale quart d'heure. Mais vraiment, j'en suis presque convaincu, il passe un sale quart d'heure. Je pense aussi. Je pense aussi. Après, on dit ça à chaque fois, et à chaque fois, ça passe, tu vois, sur le fil du rasoir, hein, mais ça passe. Sauf que là, la différence, comme tu l'as dit, c'est en 5 rounds. Et en 5 rounds, c'est une certitude que ça passera pas. Euh, Ça veut dire que même finalement jouer l'économie pour Shimaev, c'est même pas envisageable. Tu vois, il peut pas Ouais. se dire je vais changer, essayer de gérer sur 5 rounds parce que de toute façon, il tiendra pas les 5 rounds avec le rythme imposé par Dricus. Dricus, on sait qu'en termes de cardio, même si ça fatigue dès le deuxième round, tu le vois bouche grande ouverte, on sait que ça va aller au bout et qu'il y aura pas de baisse de régime. Par contre, Shimaev, tu sens vraiment l'impact du cardio quand il y a plus de jus, il y a plus de jus. Donc en fait, il a pas le choix. Il a pas le choix que de faire du Shimaev habituel, donc de tout donner dans le premier round. Et la question, elle est là. Comme tu l'as dit, on n'a pas de doute sur le striking. De l'autre côté, hein, Dricus est loin devant, pour ma part. Sur la Bon, lutte, Shimaev est loin devant sur la lutte. La question, elle est alors, au sol. techniquement, il est loin devant. Physiquement, Techniquement, je me pose la question, tu vois, parce que physiquement, on sait que Dricus quand même, il a une lutte, alors qui est pas académique, mais qui est très efficace, qui est vraiment très efficace parce qu'il a cet instinct de savoir amener au sol. Maintenant, tu sais, j'ai entendu des gens qui, attends, finis d'abord, finis, vas-y. Non, finis. ouais, donc je te disais, pour moi, la vraie question, elle est sur le sol, parce que les deux ont un excellent sol, dans deux Mm. styles différents. Euh, j'ai quand même, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à voir Shimaev étrangler, comme il étrangle tout le monde, un mec comme Dricus. Parce que déjà, on l'a déjà souligné plein de fois, Dricus, physiquement, c'est un taureau. Et puis surtout, cette force mentale qu'il a, tu vois, cette résilience. On le voit, ça, tu vois, ça transperce l'écran. C'est le mec vraiment qui ne lâche jamais rien. Donc ça se voit que ça va être très compliqué. Honnêtement, j'ai aucun pronostic à donner sur ce combat. Pour moi, on est vraiment sur du 50-50. Mm. C'est plus en termes de temporalité, moi, tu vois, voilà. C'est soit Shimaev premier round, soit Dricus. Et Dricus par finish, hein, parce que ça va pas au bout des 5 s'il survit au premier round. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, non, je suis d'accord et c'est vrai que donc la lutte elle est pas académique mais elle est puissante et surtout il s'est amené là-dessus il y a pas de souci. Il a ce truc Dricus où il sait aller trouver des opportunités dans le chaos mais dans le chaos qu'il a généré lui-même tu vois c'est-à-dire que c'est chaotique. Sa boxe techniquement c'est chaotique mais il va te toucher. Sa lutte techniquement c'est chaotique mais il va t'amener et son sol techniquement eh ben c'est pas si chaotique que ça en fait. Parce que là où il est le plus technique pour moi, c'est justement quand il est au sol. De ce que j'ai vu, quand tu le vois, quand il a fait le quintet et tout ça, c'est tellement propre. Alors c'est effectivement c'est aussi dur et dans une recherche de finish constante. Mais franchement, tu le vois même contre Darren Till quand il se retrouve en dessous, le fait de se relever en dogfight, de revenir au-dessus, tu vois, de techniquement c'est propre. Il arrive à reprendre des bonnes positions. On l'a vu contre Whittaker, son positionnement dans la demi-garde avec son grand endpoint, c'est propre. Quand il vient chercher un dos, c'est propre. Quand il met ses crochets, c'est propre. Quand il vient chercher ses étranglements, c'est propre. Tu vois, aucun tête, il a finalisé tous ses adversaires. Tous. Que des ceintures noires. Parce que tu sais, on parle de Shimaev, oui, tu sais, tu te souviens des vidéos de Shimaev qui tournaient en Thaïlande où Shimaev contre une ceinture noire Mm. du jiu-jitsu brésilien, voilà ce que ça donne. Ouais, mais attends, c'est qui lui? C'est qui cette ceinture noire du jiu-jitsu brésilien? Moi, je suis ceinture noire du jiu-jitsu brésilien. Toi aussi, je pense que si on tourne avec Shimaev, je pense qu'on passe pas un bon quart d'heure. On va pas se mentir. Le mec, c'est un combattant pro, expert en lutte. Tu vois, il a un cardio illimité sur cette phase-là. Quand il est que sur cette phase-là, parce que Attends. Moi, j'ai confiance en ton électrique chair.
J'ai confiance en mon Electric Chair, certes, mais bon, quand même, n'ayons pas peur de dire que potentiellement sur un 5 minutes, parce que là quand je dis cardio limité, en fait, je dis une connerie parce que voilà, mais sur 5 minutes de grappling ou 10 minutes de grappling, je pense que le mec, il te met une tempête, tu vois pas, tu sais, il te jette dans tous les sens. C'est ça. Après, c'est très drôle. Je pense que ça doit être très drôle à vivre. T'es pling, 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 puis d'un coup, il cherche à t'étrangler, tu vois. Donc, je pense que on s'amuserait beaucoup, mais je pense que le rythme, il serait trop important. Le rythme sur 10 minutes, il serait trop important. Ouais, j'ai pas le cardio, les frérots. Je suis vieux maintenant. Moi, en tout cas, personnellement, je sais pas pour toi, mais moi, je suis vieux. 39 ans, je suis vieux. Donc voilà. Mais Dricus du Plessis, tu vois, je suis pas sûr. Je sais pas si Shimaev, il affronte une dizaine de ceintures noires de la Gracie Barra, des lambda aussi, hein, parce que c'était des ceintures noires lambda, on va pas se mentir, hein, c'est lui aussi, hein, de ce côté-là. Tu vois, pour moi, les deux vidéos, je les compare. Sauf que dans un cas, t'en as un qui fait un combat, et dans l'autre cas, t'en as un qui fait 7 ou 8 combats d'affilée, où il soumet tous ses adversaires. C'est pas mal non plus. Tu vois, c'est pas mal non plus. Tu sais, il y a plein de gens qui ne font pas ça. Donc, qui ne pourraient pas faire cette performance-là. Donc, au sol, c'est propre. Au sol, c'est propre. En lutte, c'est propre. Dans le rapport de force, enfin, tu vois, c'est une mule, c'est un taureau. On a vu la vidéo où il y a 5 mecs de son club qui se jettent dans ses jambes et qui n'arrivent pas à le faire tomber. 5 personnes en même temps qui n'arrivent pas à le faire tomber. Tu vois, c'est quand même une preuve de stabilité de malade. Et derrière, ouais, on sait que le cardio, il va tenir. On sait que le cardio, il va tenir. Et moi, Non, c'est pas ça. tu parlais de finish, mais on l'a dit en off. Je serais même pas étonné si, à terme, Dricus étranglait justement Shimaev. Je serais pas étonné. Je dis pas que ça va arriver, hein. Mais ça me choquerait pas qu'un Shimaev épuisé, un peu comme une Amanda Nunes avec une Juliana Pena, tu vois, un Shimaev fatigué, épuisé, usé, en fait, bah craque et se prenne un étranglement. Ça me choquerait même pas. Non, ça me choquerait pas. Ça me choquerait pas. Et à l'inverse, le TKO de Shimaev, premier round sur du Ground and Pound, me choque pas non plus. Tu vois, presque même Oui. plus qu'une soumission. Plus Oui. qu'une soumission. S'il arrive à le mettre sur le dos et qu'il arrive à bien travailler avec un coude, par exemple, il y a un bon coude qui passe et enchaîner sur une grosse série, un arrêt de l'arbitre, ça me choque pas. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, même si il faudrait que le contrôle soit très fort quand même. Tu vois, c'est-à-dire que la menotte, tu sais, le contrôle de justement qui prend en menotte, qui puisse le conserver en fait avec un bras de Ricus pour frapper. Parce que j'ai du mal à le voir être debout, enfin debout, être à cheval par exemple. Même en quarter mount, tu sais, envoyer. Alors quarter mount, c'est quand tu as un pied qui est pris, t'es comme si t'étais dans une demi-garde, mais t'es monté sur ton adversaire pour le décryptage technique. Être là avec les deux mains libres et pouvoir conserver Dricus en lui mettant du grand endpoint. Ça, j'y crois pas. Je pense que Dricus, il a les chemins et la puissance pour sortir, surtout au premier rang, pour revenir coller, tu vois. Maintenant, ça veut dire qu'il faudrait qu'il le prenne en menotte d'Agestanaise de cette quarter monte, parce qu'il y a que comme ça hein, que je le vois finaliser sur un grand endpoint, et arriver à développer assez de puissance pour le frapper sans qu'il puisse bouger. J'ai du mal à y croire quand même aussi, Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. tu vois. Donc ouais, c'est pour moi non, je pense que si là c'est sur un étranglement, je pense non justement, moi je pense que c'est sur une soumission s'il le finit au premier round. C'est en grand endpoint, j'ai du mal à y croire. J'ai beaucoup de mal à y croire. Surtout que Dricus il va beaucoup bouger, tu vois. Maintenant, est-ce Il qu'il va beaucoup doit bouger, mais moi, tu sais, profiter. je peux le voir sur. Il prend le dos. Tu vois, c'est une possibilité. Il lui prend le dos. Dricus pour Ouais. défendre, parce qu'il sent le danger sur l'étranglement, bah, il se retourne, donc il se retrouve en montée. Il prend des frappes. Il veut plus prendre les frappes, donc il se remet sur le ventre et ainsi de suite. Et il prend des séries comme ça. Ouais, je sais pas. Franchement, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire parce que ça voudrait dire qu'il y a de la panique sur les frappes. Je pense que mentalement, il paniquera pas sous les frappes. Je C'est pense pas de qu'il la va. panique. C'est pas de la panique. C'est même ce qu'il faut faire en fait. Tu vois, souvent on dit faut pas donner le dos. Quand tu te retrouves en montée, que tu prends des séries et que l'arbitre va t'arrêter, bien sûr que tu vas le donner le dos. Parce que là, tu prendras plus de frappe. Enfin, en tout cas, tu en prendras moins puisqu'il y a une partie de, tu sais, tu t'exposes l'arrière de ta nuque, donc il peut plus frapper. Donc oui, tout le monde va donner le dos sur une série de frappes que tu prends en montée.
Oui, non mais parce que là tu parles du mec qui prend qui donne le dos, qui prend le dos, qui prend des frappes, qui reprend la montre, qui prend des frappes, qui reprend le dos, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que en Ouais. fait t'as pas d'autre solution que de faire la crêpe, tu vois, aller-retour. Ah, je sais pas, je pense pas. Maintenant, est-ce que Dricus doit shooter? Tu sais, genre, j'entendais Julien qui disait, je serais pas étonné qu'il shoot dès le premier round. Est-ce qu'il aurait raison de faire ça? Je ne sais pas. Je pense pas. Parce Mais que- je t'ai dit ça hier au téléphone. Oui, c'est vrai aussi. J'ai dit, pour Je moi, pense pas. je serais pas surpris. Je serais pas surpris qu'il lui shoot direct dans les jambes Je pense et pas que ce soit une bonne idée. il y ait même presque une collision dès le début. Choc de Je sais tête. pas si, Fin du ouais, combat. grave, double KO. Alors, je pense pas que ce soit une bonne idée. Maintenant, psychologiquement, t'amènes Shimaev dès le début du combat. Tu l'arraches, tu le jettes au sol, même si t'en fais rien. Mais je te jure que tout le combat, il pense à ça. Certes, mais pour moi, il y a trop de risques dans le scramble de se faire dominer dans le scramble. Je pense qu'en termes de scramble, par contre, il y a un monde d'écart entre Shimaev et Dricus. Ouais, Tu vois. ouais. Maintenant, si par contre il se fait shooter, je pense que défendre pour défendre, je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense qu'il faut qu'il le mette en danger au sol, qu'il accepte le grappling et qu'il le mette en danger au sol, plutôt que d'essayer de lutter, de contrer la lutte. Il a plus de chances pour moi de s'en sortir si, comme l'a fait un Burns, en disant frérot attention, je te mets de l'incertitude, tu peux te faire soumettre, tu vois. Parce que c'est ça en fait qui compte. Pour moi, le combat référence, c'est celui de Burns. C'est même pas celui de Kamaru, parce que Kamaru, il se prend un 18 dans le premier round. Burns, il y a match dès le premier round. Parce que dès le premier round, il montre qu'il y a la possibilité pour lui d'avoir un risque. Et Shimaev, on le sait d'expérience, quand tu lui apportes une incertitude au sol, où il sent que il peut pas dominer à 100%, il accepte la boxe. Ouais. Sauf que là, il peut pas se permettre. En fait, tu vois, contre Burns, il peut se le permettre. Contre Dricus, il peut pas se le permettre. Puis il y a Ouais, aussi le côté, il y a aussi le côté game plan. Hein. Tu sais, il a un style assez chaotique, Dricus. Mais quand t'écoutes pas mal d'interviews de lui, tu te rends compte que qu'il prend les combats très au sérieux et qu'il bosse vraiment sur chaque adversaire. C'est oui. pas quelqu'un il a un style qui paraît brouillon, qui est brouillon, mais il y a quand même de l'intelligence derrière et de la préparation. Donc on peut être sûr qu'il viendra avec en tout cas qu'il essayera de trouver la meilleure stratégie pour contrer Shimaev. Donc ça Ouais, je aussi, suis d'accord. on sait que Shimaev va faire du Shimaev, par contre on sait pas ce que Dricus va faire. Et c'est ça la difficulté pour Shimaev, c'est qu'il sait pas ce que Dricus va venir lui apporter. Dricus il a le choix. Dricus il peut accepter la lutte, et travailler sur le dos, il peut décider d'essayer de défendre la lutte et de boxer, il peut tout faire. Là où Shimaev, on sait que dans les 10-15 premières secondes, comme chaque combat, il va devoir plonger dans les jambes s'il veut avoir une chance de gagner. Et il va plonger de loin. Il va plonger de Il loin, va comme plonger d'habitude. de Ouais, c'est sûr qu'il y a plus de chemin de victoire potentiel pour Dricus que pour Shimaev. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Donc, euh, donc ouais. Ouais, ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Écoute. En tout cas, c'est un combat qui m'intéresse. Et pour le coup, effectivement, c'est justement cette incertitude qui m'intéresse dans les deux cas. Par contre, dans les deux cas, s'il y en a un qui finit l'autre, c'est un coup de tonnerre. C'est ça aussi que je kiffe. C'est-à-dire que si Shimaev, et ça je te l'avais dit en off, il arrive à soumettre ou à finaliser Dricus premier round, laisse tomber la star. C'est vraiment, tu vois, ça confirme son statut de mec intouchable. Tu sais, ce mec qui nous faisait peur, tu sais, Hum. qui paraissait insubmersible et insurmontable, tu sais, avant Burns. Tu vois ce que je veux dire? S'il arrive à faire ça à Dricus, bah, extraordinaire. Si derrière, Dricus, il arrive à finaliser Shimaev, alors, ça sera extraordinaire s'il le soumet, tu vois. S'il le met KO, finalement, en fait, on sait que potentiellement, tu vois, moi, alors ça serait plus, je vais gommer un petit truc, c'est que ça serait plus extraordinaire dans le sens Shimaev qui soumet Dricus dès le premier round que l'autre, parce que l'autre, on sait très bien, et on l'a dit dès le début, si c'est en 5 rounds, si ça passe le premier round, potentiellement, il peut se faire finir. C'est quelque chose qu'on a Hum. dans un coin de notre tête, tu vois, depuis longtemps. On sait que potentiellement, ça peut arriver et que son premier 5 rounds, Ouais, mais
Tu être vois. le premier à le faire, Performance. voilà. Être le premier à le faire, ça sera. Parce que tu dis, on le sait. Tu parles des gens qui regardent vraiment le MMA et qui l'analysent. Tu vois, on sent qu'il peut tomber, passer le premier round, Chimaev. Maintenant, si tu parles du fan lambda, Chimaev, il est vu comme imbattable actuellement. Tu vois, c'est le mec qui étrangle tout le monde au premier round. Ouais, je Donc suis d'accord. le fait que Dricus le finisse, peu importe le round, peu importe la manière, si ça arrive, Dricus, il va prendre une hype de malade. Ah oui, c'est sûr et certain, ouais. C'est sûr et certain. Ah ouais, non, mais bah là, ça le mettra vraiment aussi, pareil, hein, dans une autre sphère encore une fois, tu vois. Encore une autre sphère. Non, Hum. Dricus, potentiellement, ça peut pas faire partie des, tu vois, dans la discussion des GOAT plus tard, tu vois, plus tard, hein, pas tout de suite, hein. Mais en fonction de qui il va battre et comment il va les battre, ouais, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Ouais, Ça fait partie des noms qui vont rester dans l'histoire de l'UFC, qui va être gravé dans l'histoire de l'UFC. c'est Petit sûr. pronostic quand même. Allez, pour finir. Eh ben, je vais te donner un pourcentage. Je vais te dire 60-40 Dricus par TKO. Quel round? Dricus, euh, quatrième. Hmm. Ouais, bon, on s'entend. Troisième, quatrième. Et donc 60-40 et donc Shimaev. Shimaev, je vais quand même rester sur soumission, Shimaev, parce que c'est le chemin le plus sûr, on va dire, pour lui. Ça va être soumission, étranglement arrière. Premier round. Ouais, bon, on est d'accord, sauf que moi je mettrais peut-être plus pour l'histoire, soumission troisième ou quatrième de Dricus. Et sinon soumission Shimaev premier round comme il a l'habitude de le faire. Ouais. Mais le pourcentage le même. Ah, très intéressant. Très intéressant. Très intéressant. Normalement, on devrait faire le débrief, par contre, de ce combat-là. Peut-être un peu tardif, mais on va faire le débrief de ce combat-là. Donc voilà. Désolé les amis, hein, mais on va faire notre petite coupure, hein. La semaine prochaine, c'est le dernier podcast qu'on fera, c'est le débrief. En tout cas, voilà, le dernier podcast, ça sera le débrief de Sud UFC 318. Et puis sinon après, c'est fini. On aura besoin de faire une pause. Alors, comme je vous ai dit, hein, il y aura du petit contenu, il y aura sûrement des petites vidéos face cam, des petits réels pour parler de certains combats, notamment Nora Cornell qui va combattre bientôt là, début août. Mais ça sera que des petits contenus comme ça, histoire de, voilà. En fait, on va vous mettre en jachère. On va vous mettre au régime. C'est un régime raisin, tu sais. Enfin, vous allez manger quelques grammes de raisin et puis vous en prendrez un plat normal dans un bon mois. Un bon mois. Ouais. Désolé. Ouais, ne nous en voulez pas, mais on a aussi besoin d'avoir cette petite pause. Donc voilà, dans un bon mois, on reprendra les podcasts et on reprendra de la meilleure des façons. Mais c'est vrai que voilà, on fait peu de pauses dans l'année. Mais ouais, là, on va faire une petite coupure, ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Parce que c'est quand même un beau rythme hein, qu'on vous donne. On essaie de faire 2 podcasts par semaine quand même, régulièrement. Donc voilà. Bon, cette fois-ci, on a fait le tour. On est bien. On a ce petit bonus en plus, au moins comme ça on sait que c'est fait. Eh ben écoutez, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ces 2 combats, nous donner vos pronostics, c'est important, on aime avoir vos avis là-dessus. Et puis n'oubliez pas enfin de liker, commenter, partager, cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, le lien Tipeee en description si le cœur vous en dit, et le lien vers un Portfight pour avoir justement du style en étant différent des autres, je vous l'ai dit. Ça se passe en dessous, en description, et avec le code Tatami10 pour 10% de réduction sur tout le site. Et puis nous, en attendant, il vous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut.